Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette période de fête. Aujourd'hui, je m'adresse à vous dans un format différent de d'habitude, car vous ne me voyez pas, cependant vous pouvez m'entendre avec un son des plus exquis. J'avais envie de faire une vidéo critique sur Spider-Man No Way Home, du coup, la voici. J'ai voulu me faire plaisir, j'espère que la vidéo vous plaira également, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'avance, surtout n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Petit disclaimer, cette vidéo contiendra des spoils sur Spider-Man No Way Home, du coup si vous n'avez pas encore vu le film, il est préférable que vous regardiez cette vidéo plus tard. Bref, c'est parti. On va commencer par parler de Doctor Strange, car je trouve qu'il y a un problème d'écriture dans son personnage. J'avais pas l'impression de voir le même Doctor Strange que j'avais pu voir dans Infinity War, celui qui a décidé de sacrifier la pierre du temps et la moitié de l'univers afin de venir à bout de Thanos dans Avengers Endgame. Je ne doute pas que Spider-Man a une force surhumaine, cependant dans le film il a réussi à coincer Doctor Strange dans sa propre prison, et ce grâce à quoi? Grâce à l'aide des maths. Ça c'est ce qu'on appelle la main des scénaristes, car on avait besoin de Doctor Strange pour créer le multivers au début du film, mais après on n'en a plus besoin, du moins jusqu'à la fin du film. Du coup entre les deux il fallait trouver un moyen de s'en débarrasser, et le fait qu'il reste suspendu au-dessus du Grand Canyon dans sa propre prison tout le film, comme par hasard, ce n'est pas très crédible. Il est redevenu apprenti sorcier ou quoi? Comme dirait Deadpool. That's just lazy writing. Et c'est grâce à Doctor Strange qu'on règle tous les problèmes d'incohérence dans le film par les 4 mots suivants. Ta gueule, c'est magique. Je m'explique, dans la première scène post-crédit, nous voyons le Venom de Tom Hardy de l'univers Sony. Cependant, il me semble que le sortilège de Doctor Strange a fait en sorte de ramener ceux qui connaissent l'identité secrète de Spider-Man. Et à moins que j'ai loupé un épisode, le Venom de Tom Hardy ne connaît ni de Peter Parker, ni de Spider-Man. Vous voulez d'autres exemples? Pas de souci. Electro lui non plus ne connaissait pas l'identité de Spider-Man. Il dit même qu'il pensait que Spider-Man était noir. Très belle ref à Miles Morales d'ailleurs. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fout là en fait? Il y a aussi les preuves vidéo et photos que Peter Parker est Spider-Man, car c'est bien beau que le sortilège fasse oublier au monde entier l'identité secrète de Spider-Man, et même fait oublier de manière générale qui est Peter Parker, mais les preuves, elles aussi disparaissent. J'imagine que dans ces cas-là, le ta gueule c'est magique est applicable. À vrai dire, j'ai encore un autre exemple d'incohérence, mais celle-ci je vais la garder pour plus tard, car ça n'a rien à voir avec Doctor Strange. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le personnage de Ned, qui certes nous a fait vivre le moment le plus épique du film, l'arrivée de Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais c'est un peu sorti de nulle part. Enfin, quand on y pense, il a balancé une réplique au début du film, que dans sa famille il y avait de la magie et que ses doigts lui chatouillaient, donc j'imagine que ça résout le problème. Au cinéma, on appelle ça le planter-récolter. C'est quand on décide d'instaurer quelque chose subtilement au début du film, et ce pour crédibiliser une action qui se déroulera plus tard dans le récit. Et sans cette notion de planter, l'action de récolter semblera invraisemblable, sortie de nulle part. J'ai un bon exemple. Au début des films James Bond, l'agent 007 reçoit toujours un gadget, et on se doute que cela va servir plus tard dans le film. C'est ce qui va même lui sauver la vie. Enlever la scène où il reçoit le gadget et la scène où il se sauvera les fesses aura l'air invraisemblable, car ça sortirait de nulle part. Donc pour revenir à Ned, je trouve que c'est un peu faible comme planter-récolter. De plus, avec cette action, on décrédibilise, voire même ridiculise, encore une fois, le personnage de Doctor Strange, qui lui a eu beaucoup de mal à faire un portail à ses débuts, alors que Ned le fait sans aucun problème. Il fallait bien faire avancer l'histoire, j'imagine. Et ce n'est malheureusement pas la seule chose que j'ai à dire sur le personnage de Ned. Vers le début du film, lorsqu'ils retournent tous à l'école, Peter et MJ se réfugient sur le toit pour échapper aux événements et passer un moment à deux dans leur bulle, jusqu'à ce que Ned intervienne et gâche ce moment d'intimité, de romance, et comme je l'ai dit dans ma vidéo vlog de Spider-Man No Way Home, Marvel fait souvent ça. Quand les personnages passent un moment sérieux ou un moment intime, ils ne savent pas s'empêcher de casser ce moment par une action ou une blague pas drôle. Dans ce cas-ci, l'intervention de Ned casse la bulle d'intimité entre Peter et MJ. Les deux tourtereaux se tiennent la main, et Ned décide d'ajouter la sienne à la leur, et c'est gênant. Si vous avez trouvé ça drôle, tant mieux. À vrai dire, je vous envie même. Autre petite parenthèse que je ne sais pas vraiment où caler dans la vidéo est le fait que l'identité secrète de Peter Parker soit révélée. Lorsque j'ai vu la fin de Spider-Man Far From Home, je me suis dit qu'il y aurait tellement de choses à raconter, et au final, ce n'est même pas un véritable enjeu dans le récit, mis à part pour le fait que ses amis et lui soient recalés du MIT. Après, peut-être que je chipote un peu, mais c'est quelque chose que j'ai pu remarquer et j'avais envie de le souligner. Maintenant, nous entrons dans la partie de ce qui m'a le plus dérangé de tout le film. Le développement des méchants. Alors je vais commencer par vous résumer mon problème. Je trouve qu'il y a une inégalité dans le développement des différents méchants. Ils ne sont pas tous à la même hauteur. Prenez le bouffon vert et le lézard. Vous trouvez qu'ils sont développés et utilisés de la même manière dans le film? Effectivement, le bouffon vert de Willem Dafoe, y a rien à dire, il est juste irréprochable. Sa performance est largement à la hauteur d'il y a 20 ans dans le premier Spider-Man, mais je ne peux pas en dire autant pour les autres méchants. J'ai limite ressenti que le bouffon vert de Willem Dafoe était le seul vrai méchant du film. Dr. Octopus, lui, soyons honnêtes, dans le fond, il n'a jamais été méchant. Ce qui l'a rendu méchant, ce sont ses tentacules qui le manipulaient. Donc le développement de son personnage ne m'a pas dérangé, et qu'il devienne gentil m'a même semblé logique.
Le jeu d'acteur d'Alfred Molina était au rendez-vous car j'avais vraiment l'impression de revoir le même Dr Octopus qu'en 2004. Electro lui a eu droit à un nouveau design. Jamie Foxx aura eu sa rédemption sur ce coup-là. Et sa motivation dans le film est de rester dans cet univers car il ne veut pas retourner dans son monde et mourir. Il aime également le ressenti de son pouvoir dans ce nouveau monde. Il en a soif d'en avoir encore plus. Donc lui, je peux comprendre sa motivation qu'il est contre les Spider-Man, car Tom Holland veut le soigner et le renvoyer chez lui, comme tous les autres méchants d'ailleurs. Maintenant, nous allons parler des deux personnages qui ne servent à rien dans le film, l'homme sable et le lézard. C'est trash dit comme ça, mais c'est vrai, ils font office de figuration. Ils sont là juste pour dire « Regardez, il y a 5 méchants !» Autant le lézard n'a rien foutu dans le film, donc je ne peux pas vraiment le juger, autant il y a un problème avec l'homme sable, car lui, son arc narratif était fini. À la fin de Spider-Man 3, Flynn Marko et Peter Parker étaient réconciliés, on va dire. Et on peut effectivement le remarquer, car dans No Way Home, quand il apparaît pour la première fois à l'écran, il défend le Spider-Man de Tom Holland contre Electro, pensant que c'est son Spider-Man. Et il dit que tout ce qu'il veut, c'est retourner dans son univers pour être avec sa fille. Mais plus tard, notre cher homme sable retourne sa veste et décide d'être contre les Spider-Man, dont leur seul but est de soigner les méchants et de les renvoyer chez eux. Ça n'a pas de sens, notre cher Flynn Marko se contredit. Il devrait plutôt se ranger aux côtés des Spider-Man et ne pas être contre eux. L'une des opportunités ratées du film, c'est lorsque les méchants s'échappent de l'appartement, ils partent tous dans leur direction et on les revoit plus jusqu'à la scène des échafaudages à la Statue de la Liberté. Entre ces deux scènes, nous pouvons voir les Spider-Man complétés ensemble pour vaincre les méchants. Ensuite, une fois sur les échafaudages, le Spider-Man de Tom Holland parle à J. Jonah Jameson sur son téléphone pour en fait s'adresser aux méchants. Et je trouve que c'est à ce moment-là qu'on aurait dû voir ne serait-ce que des petites scènes de ce que foutent les méchants, car on nous vend ces gars-là comme des méchants, mais dans ce film, à part le bouffon vert, ils n'agissent pas en tant que tels. Nous avons parlé des méchants, maintenant nous allons parler des personnages les plus intéressants de ce film, les 3 Spider-Man. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça se voyait qu'Andrew Garfield a adoré remettre le costume de Spider-Man. Et ce que je suis content de voir, c'est que grâce à ce film, les gens veulent que The Amazing Spider-Man 3 soit réalisé. Et c'est beau, car pour moi, les films d'Andrew Garfield ne sont peut-être pas les meilleurs, cependant sa performance en tant que Spider-Man est juste formidable. Ou devrais-je dire... amazing. La scène de rédemption du Spider-Man d'Andrew Garfield quand il sauve MJ est juste parfaite. C'est de cette scène dont je parlais dans mon vlog que j'attendais. Quand j'ai vu MJ tomber des échafaudages dans la bande-annonce, je me suis dit que c'est le Spider-Man d'Andrew Garfield qui devait la sauver. Et c'était ma seule attente. Et autant Andrew Garfield est le grand frère cool, autant Tobey Maguire est le grand frère rempli de connaissances. L'homme sage finalement. Et on voit qu'il est un peu plus vieux. Et c'est normal, son dernier film est sorti il y a presque 15 ans. Mais ça ne me dérange pas du tout. Ils sont là tous ensemble et ils nous font rire. Leurs conversations de Spider-Man sont très amusantes. Il y a aussi les bonnes références qui nous font plaisir, et oui, il y a beaucoup de fanservice dans ce film, et certains peuvent penser que c'est un problème, mais je trouve que non, car le film l'assume du début jusqu'à la fin. Pour exemple, l'avocat de Peter Parker n'est pas qu'un simple avocat, mais un très chouette caméo de Matt Murdock, aka Daredevil, et il est là dans la première demi-heure du film. Ils ont voulu nous faire plaisir, ça se voit, et franchement, c'est réussi. J'aurais jamais cru qu'il était possible de créer une telle alchimie entre ces 3 Spider-Man différents. J'étais enfant avec la trilogie de Sam Raimi, j'étais un adolescent avec Andrew Garfield, et maintenant je suis un adulte avec Tom Holland. Ce film est tout ce dont j'aurais pu rêver, à l'exception du fait que j'aurais mis un meilleur développement pour les méchants. Bref, en tant que fan de Spider-Man, je suis comblé. Et même si on revoit les anciens Spider-Man qui sont, on ne va pas se mentir, la poudre de nostalgie de ce film, la cerise sur le gâteau, on voit que ça reste le film de Tom Holland, et j'avais peur que ça n'allait pas être le cas. Tobey Maguire et Andrew Garfield sont comme les 2 grands frères de Tom Holland qui sont là pour le conseiller et le faire comprendre de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux ont pu faire dans le passé. Les 2 anciens Spider-Man savent exactement ce que le Spider-Man de Tom Holland est en train de vivre, ce qui fait que leur relation, leur lien soit bien plus crédible. On compatit avec Tom Holland qui d'ailleurs a une palette d'émotions beaucoup plus variée que ces 2 derniers films. On a vu un Spider-Man plus sombre, un Spider-Man qui traverse le deuil et qui devient un homme responsable qui réalise le coût réel et le prêt à payer pour faire la bonne chose pour l'intérêt de tous. Et autant le jeu d'acteur de Tom Holland était épatant, autant la scène de la mort de Tante May ne m'a pas véritablement affecté, car même si la version de Tante May du MCU est celle qui dit la fameuse phrase « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », au moins elle ne meurt pas dans les 40 premières minutes du film comme les 2 autres oncles Ben. On a eu 3 films avec elle et donc on a eu plus de temps pour s'attacher à son personnage, mais personnellement je ne trouve qu'il n'y avait pas vraiment de quoi s'attacher. Cependant, ce qui m'a affecté est la fin de la relation entre Peter et MJ, car je trouvais que Zendaya montrait enfin plus d'émotion que dans les 2 précédents films. Et si ça se trouve, ça a un lien avec le fait que Zendaya et Tom Holland sont ensemble dans la vraie vie. Avec ce film, Tom Holland est vraiment remonté dans mon estime en tant qu'acteur pour incarner Spider-Man. C'était le Spider-Man que j'aimais le moins et ce film m'a bien prouvé le contraire. Avec tout ce que j'ai dit précédemment, plus le fait qu'à la fin du film, plus personne ne sait qui il n'a plus personne et il n'est aidé par personne, on va enfin voir un véritable Spider-Man qui galère, qui doit payer son loyer. En gros, on reprend à la case départ. Et son nouveau costume là, qui est vraiment sorti tout droit des comics, est juste magnifique. Et petite parenthèse, quand on y pense, la trilogie de films de Tom Holland est en fait son origin story. Donc tout ceci n'est que le début. Bref, j'ai vraiment hâte de voir la suite, car l'avenir est prometteur.
En conclusion, la hype de Spider-Man No Way Home est justifiée. Cependant, dire que c'est le meilleur film de tous les temps, le meilleur film du MCU, non, le meilleur film du MCU c'est Avengers Infinity War. Et Spider-Man No Way Home est un bon film, on y passe un super bon moment, le tout saupoudré de nostalgie et de fanservice. Et c'est peut-être ça qui influence la manière de penser des gens. Mais le film a ses défauts, et il faut en avoir conscience, il faut surtout rester objectif. Je n'ai absolument pas envie que vous pensiez que je crache sur Spider-Man No Way Home, car putain, à l'arrivée de Tobey Maguire et Andrew Garfield, j'étais le premier à applaudir et à gueuler dans la salle de cinéma. Et j'ai quand même été voir le film dans une tenue moule bite de Spider-Man. Je veux dire, à un moment donné, je ne pense pas qu'on doit encore se poser la question si j'aime vraiment ce personnage. Bref, je ne suis pas sûr si ça deviendra une chose récurrente que je ferai à l'avenir, mais j'avais vraiment envie de vous partager mon avis sur le film, et j'espère qu'on pourra en discuter de manière civilisée dans les commentaires, si nécessaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, activer la petite cloche, bref, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne fin d'année, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao!